Bonjour Véronique, ça va bien? Ça va bien, merci vous. Oui, ça va. J'avoue qu'on est venu ici il y a 2 ans pour autre chose. On voulait visiter le centre, tout ça. On a fait une très, très belle visite. On vient peut-être pas nécessairement pour une bonne nouvelle, j'avoue, par exemple, parce qu'effectivement, dans nos thèmes cette année, on voulait vous parler de la grille du Frêne. C'est un fléau, il faut le dire. Et on va en parler probablement dans 2 émissions parce que c'est un sujet très, très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être nous la présenter. Toi, c'est peut-être plus le côté biologique des choses, fait que présente-nous-la généralement. Oui, donc la grêle du frêne, c'est un insecte, un petit coléoptère qui est assez joli, vert métallique, mais qui fait des ravages parce qu'il vient d'Asie. Et puis, en Asie, il ne cause pas de problème, mais quand il est arrivé ici, donc il va pondre ses œufs sur l'écorce de frêne, les larves vont rentrer, aller sous l'écorce et manger et faire des galeries sous l'écorce. Et puis, le problème, c'est que ça cause des problèmes à la circulation de la sève dans l'arbre. Ça peut éventuellement mener à la mort de l'arbre. Mais la différence qui fait qu'ici, que c'est un problème et pas en Asie, c'est qu'ici, les arbres ne sont pas habitués à cet insecte-là. Donc, ils n'ont pas de défense. Ils ne sont pas capables de combattre cet insecte-là, alors qu'en Asie, ils sont capables. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient aucun ennemi naturel. Donc, pas de prédateurs, pas de parasites. Donc, ils sont vraiment libres d'attaquer sans eux-mêmes être contraints à de la mortalité naturelle. Ce qui fait qu'ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment problématique et les arbres vont en mourir, même si à la base, ils sont sains. Alors qu'en Asie, c'est que les arbres stressés qui vont être affectés par la grêle du frêne. Et il faut le mentionner, c'est pas un phénomène qui date de 50, 100 ans. C'est très récent quand même, là, dans l'histoire. Oui, donc en Canada et États-Unis, ça a été découvert en 2002, mais on soupçonne que l'insecte était déjà là depuis longtemps. C'est d'ailleurs un des problèmes avec cet insecte-là. On se rend compte qu'il est difficile à détecter et quand on le trouve, c'est qu'il était déjà là depuis plusieurs années. Donc, on est toujours un petit peu en retard sur lui. On n'arrive pas à être vraiment en même temps que lui de le trouver dès qu'il arrive et c'est ce qui fait aussi qu'on ne peut pas l'éradiquer, mais on peut seulement essayer d'abaisser ses populations et d'installer un nouvel équilibre peut-être dans la nature. Pas aller trop dans les détails, là, mais effectivement, on ne le voit pas sur l'écorce. On voit, tu sais, je sais qu'on a l'écorce en arrière, tout ça. Peut-être nous parler justement, là, est-ce qu'il y a des signes distinctifs ou c'est vraiment, il faut vraiment qu'il soit touché majeur? Ou, Quand on commence à avoir des signes, souvent, c'est que ça fait longtemps qu'il est là et que c'est déjà assez sévère comme infestation. Parce que dans les signes qu'on va voir sur l'arbre, les symptômes de l'arbre sont assez généraux. Donc, c'est des symptômes d'un arbre stressé. Donc, la perte de feuilles, des branches qui semblent mourir, il peut y avoir des branches qui vont pousser le long du tronc. Donc, tout ça, c'est des signes d'un arbre stressé. Donc, la grêle du frêne va causer ça, mais ça pourrait être aussi une sécheresse ou un autre type de stress. Ensuite, il y a les signes de l'insecte comme tel. Donc, on peut voir un trou de sortie de l'insecte, mais c'est très petit. Donc, il faut vraiment être chanceux puis savoir quoi chercher pour le trouver. Ou les galeries, c'est la façon la plus peut-être claire, sauf que c'est sous l'écorce. Donc, il faut arracher l'écorce pour le voir. Donc, encore là, un arbre debout dans notre cour ou sur la rue, souvent, on ne va pas savoir qu'il est là avec ça. Et sinon, bien là, c'est avec des pièges. Donc, on va en reparler. Il y a différents pièges qu'on peut utiliser pour attraper l'adulte. Mais encore là, si on piège des adultes, ça se peut qu'il y ait déjà beaucoup de larves qui sont présentes sous l'écorce. J'imagine qu'arracher l'écorce aussi, c'est pas très bon pour l'arbre. Bien, c'est sûr que c'est un stress qu'on rajoute. Quand il est déjà attaqué, ça change peut-être pas grand-chose, mais donc on ne fait pas ça systématiquement. Donc, il y a des méthodes qui ont été développées, justement, d'échantillonnage de branches pour voir comment on peut faire pour le détecter sans trop stresser l'arbre dans le cas où il n'y en aurait pas. Dans le fond, quand on parle d'insectes comme ça, on parle surtout de la tordeuse. Hein. La tordeuse, c'est ça qui était très populaire. C'était une guerre de longue haleine. Là, vous embarquez dans une autre guerre. C'est pas évident parce que là, vous êtes contre un ennemi que vous connaissiez pas, là. Exactement. La tordeuse, elle a toujours été ici, donc on la connaît. Donc, c'est plus facile de gérer avec. Et puis, elle a déjà des ennemis naturels et déjà les arbres sont habitués. L'écosystème est habitué à la tordeuse, en fait partie, alors que la grêle du frêne ne fait pas partie de notre écosystème. Et c'est ça une des grosses différences. Et puis, c'est aussi beaucoup en ville et c'est un ennemi qui est caché. La tordeuse, elle est sur les feuilles, on peut la trouver. La grêle est sous l'écorce. Donc, c'est déjà une difficulté supplémentaire. Alors, vous allez voir dans la prochaine émission, peut-être même les prochaines émissions, parce que je pense que comme c'est parti là, on va faire probablement 2 émissions. On va vous parler en détail de tous les combats qui sont faits, de toute la recherche qui est faite aussi pour la grille. J'aimerais que tu me présentes, il y a quelqu'un qui va joindre à nous pour l'émission aussi, là.
Oui, donc mon collègue Robert Lavallée, qui est aussi chercheur ici à Québec à Ressources naturelles Canada, il est un spécialiste de la grille, donc il va être avec nous au cours de l'émission pour présenter différents aspects de la grille. Parfait, on va rencontrer M. Lavallée dans quelques instants. Tel qu'a mentionné, tu es en compagnie du chercheur, M. Lavallée, c'est ça? On peut dire ça, hein, c'est ça? Ça va bien? Ça va très bien, oui, merci. Alors, vous êtes embarqué dans tout un contrat parce qu'effectivement, c'est rendu maintenant une problématique importante. Justement, j'aimerais qu'on revienne, on en a parlé un petit peu avec Véronique tantôt, l'introduction en 2002, mais on n'a pas parlé c'est où puis comment ça s'est propagé. Oui, en fait, tout le monde est prêt avec ça en Amérique du Nord, là, la grille du frêne, qui a été découvert en 2002 dans le sud de l'Ontario, dans la région de Sarnia et Windsor. Donc, on partage la découverte avec les Américains, peut-on dire. Puis, on pourrait même dire que ça a commencé de leur côté, puis on l'a trouvé quelques semaines après chez nous, dans le sud de l'Ontario. Donc, en 2002, mais les dommages que laisse l'insecte par ces dommages dans le bois, on a pu dater qu'il était probablement là 10 ans avant. Donc, ça remonterait jusqu'à 1990, faire un chiffron. Donc, globalement, on est presque à 30 ans. Ça fait 30 ans que l'insecte est ici au Canada. Donc, on comprend que par lui-même, il a eu le temps de se promener un peu. Mais c'est probablement que son meilleur allié, c'est l'humain pour l'aider à se disperser sur de très grandes distances. Oui, parce qu'on se disait avant l'entrevue que souvent, c'est une question de camping, c'est une question de bois qu'on transporte. On dit « Ah, le bois il est beau, je vais pouvoir le récupérer », mais finalement, on l'amène chez nous, puis là, on amène l'insecte, dans le fond. Là. Effectivement. Donc, l'insecte tire profit un peu de notre ignorance, puisqu'il se développe entre le bois et l'écorce. L'écorce a beau tomber, il y a un des stades de l'adulte qui se passe dans le bois. Donc, la larve va légèrement entrer, à peine 1 centimètre dans le bois, mais ça prend vraiment un œil averti pour reconnaître que la larve est passée par là. Donc, l'insecte est caché dans le bois où il va faire sa métamorphose, prête à émerger l'été suivant en adulte, comme ce qu'on a vécu encore cet été. Mais là, si cette personne ramasse le bois, l'amène à son chalet, je ne sais pas, Val-David ou dans Port-Neuf, ne pas le nommer, bien, l'insecte, lui, va continuer son développement. Il n'a plus besoin de se nourrir, là. Il veut juste finir, passer l'hiver, puis se développer, puis émerger au printemps. Bien, enfin, plus début juin, fin juin, début juillet. Et puis à ce moment-là, bien, il va émerger dans Port-Neuf, là, quelque part, puis lui, la vie est belle, en autant qu'il trouve une essence haute, un frêne autour, bien, il va falloir avoir les deux sexes quand même, là, mais si la bûche est passablement infestée, donc tu as des chances d'avoir les deux sexes présents, puis ils pourront s'accoupler, puis repartir un peu l'infestation. Parce que c'est un insecte qui peut voler, mais ne peut pas faire des grandes distances comme ça. Bien, en fait, il n'y a pas intérêt à voler, partir des centaines de kilomètres, parce que lorsqu'il émerge d'un arbre qui est attaqué, au départ, on ne le voit même pas que l'arbre est attaqué. Puis l'attaque se
initialement, commence dans le haut de l'arbre, ce qui fait que tu ne le vois pas. Et c'est un peu stratégique en même temps. Imagine que si l'attaque commençait par le bas de l'arbre, ça veut dire que rapidement, il tuerait l'arbre. Et puis, c'est pas très brillant écologiquement. Ce qui fait que l'insecte commence par attaquer le haut de l'arbre, sur les premières branches du haut, on ne les voit pas. Puis tranquillement, bien, les œufs qui sont pondus sur le tronc, les jeunes larves qui vont éclore vont aller entre le bois et l'écorce et tranquillement vont descendre. Chaque génération va faire un petit bout, puis avec le temps, bien, il va finir par envahir le tronc complet. C'est là que l'arbre va devenir visuellement très apparent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais là, il va être beaucoup trop tard. Ce qui fait que l'insecte est toujours caché et puis c'est difficile à voir. Fait que quand tu pars avec ton bois de camping, de tes branches qui sont mortes parce que tu as voulu faire de l'élagage sur ton frêne, bien, tu pars avec ça, bien, il est possible que tu partes avec du matériel caché à l'intérieur de ton bois, ce que peu de gens peuvent vraiment savoir. On va en reparler tantôt parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec le bois quand même qui est touché. Mais j'aimerais qu'on voit Vous avez beaucoup de choses ici sur la table, dont ça ici, je pense que ça vaut la peine de le montrer. Ce que ça illustre un peu, bien, c'est possiblement une branche latérale et non pas un tronc, là, par juste les autres branches qui en sortent. Ce que tu peux voir, c'est la galerie que fait la larve lorsqu'elle se développe entre le bois et l'écorce. Véronique l'a un peu abordé tantôt. Donc, c'est un insecte qui... ce qu'on essaie de capturer à l'extérieur, la détection, en général, ce sont les adultes. Mais les adultes font peu de dommages. On pourra voir des images un peu plus tard. Mais c'est la larve qui techniquement, va finir par tuer l'arbre parce qu'il se développe entre le bois et l'écorce. Et entre le bois et l'écorce, il y a une partie vitale qui s'appelle le cambium. C'est ni plus ni moins que le cœur de l'arbre, mais non pas le cœur au centre du bois, là. Et c'est de là que sont produites les cellules, tant du bois que les cellules qui vont donner l'écorce. Et c'est par ça que va transiger en partie la sève. Et puis, lorsque l'insecte se développe entre les deux, évidemment, tu comprendras que ça tue localement le cambium. Et le fait de faire mourir cette partie-là fait sécher le bois qui est derrière, mais enfin qui est là, puis ça cause une embolie, donc qui empêche la circulation de la sève de monter. Et puis c'est là que tu vas commencer à voir apparaître des branches qui vont dessécher, qui vont mourir. Ce qui fait que... Puis la grille du frêne a une signature, peut-on dire, l'œil aguerri va le reconnaître. La forme de zigzag, elle est très personnelle, c'est sa signature à la grille du frêne. Donc les autorités compétentes peuvent identifier les dommages, en partie basés sur la forme de la galerie, mais aussi en utilisant la larve. Là, ici, c'est une vieille branche, on ne voit plus la galerie, mais c'est typique du dommage causé par la grille du frêne. Et ici, ce qu'on voulait faire, c'était de compter le nombre de galeries qui appartenaient à combien de larves. Donc, tu vois, il y a des chiffres là, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que ça a été causé par 5 larves. Et qui, au départ, on peut voir que la galerie est somme toute très, très petite. On pourra peut-être faire un gros plan plus tard. Mais, donc, ce qu'on cherche, là, on pourrait dire que l'arbre était beaucoup attaqué. Mais dans le cas de la Ville de Québec, lorsqu'ils ont découvert la grille en 2017, j'ai vu la branche. Elle était une petite branche avec une galerie à peine plus grosse que celle-ci. Et c'est tout ce qu'il y avait. Et c'est ça qui a parti, finalement, l'histoire de la grille à Québec. Être passé à côté, parce qu'à ce moment-là, on faisait de l'écorçage. On va prélever des branches dans la canopée de l'arbre. Il y a des méthodes d'échantillonnage qui ont été développées. Puis on prélève 2 branches au hasard, comme ça, puis on écorce finement les branches pour essayer de voir s'il y a présence de larves sous l'écorce. C'est un travail assez laborieux, puis par chance, on est tombé sur des larves. Comme là, quand on tombe sur une branche comme ça, là, on voit ça. Ça veut dire que l'arbre, faut-tu le couper ou qu'est-ce qu'on peut faire là, comme traitement? Dans le cas, si on trouve... il pourrait y avoir chez des frênes des galeries. Je dirais, il y a d'autres insectes aussi qui vivent chez le frêne. Il n'y a pas que la grille du frêne dans le monde du frêne. Mais dans le cas qui nous occupe, oui, si c'est la grille du frêne, on a un problème. Puis cet arbre-là doit être abattu ou à tout le moins s'il s'agit juste d'un... En tout cas, il est très difficile de savoir si l'infestation est localisée juste à une branche ou si elle est répartie partout. Donc, en général, ce que font les municipalités, c'est à partir du moment où un arbre est déclaré positif, ils vont l'abattre. Puis, ils pourront probablement protéger les autres arbres qui sont dans l'environnement immédiat en assumant que la grille a pu voler un peu puis aller pondre ses œufs un peu plus loin. Mais l'arbre foyer, l'arbre ressource, lui, on s'en débarrasse parce qu'on ne sait pas vraiment s'il est infesté beaucoup. Puis,
investir argent et temps pour introduire un pesticide dans cet arbre-là sans savoir si on va avoir du succès. Parce que si on n'a pas de succès, bien, il va continuer à donner d'autres adultes qui vont se répandre. Fait que peut-être pas vraiment ta cause. Le mieux est d'en débarrasser. Puis au niveau du grand public, bien, c'est la même chose. Si vous avez, si les gens ont un frein dans leur cours puis ils sont pas trop sûrs si c'est de la grille, bon, ils peuvent contacter les autorités compétentes, soit les arboriculteurs qui ont toute la compétence ou la ville, la municipalité, si elle offre ce service-là. Puis pour documenter, est-ce qu'on est pris, est-ce qu'on commence à être pris avec la grille du frêne? Mais c'est pas simple. Et puis l'identification finale revient à des autorités compétentes comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Là, on va laisser ça parce que vous avez aussi, on voit le coupable, la coupable, si on peut dire, avec des échantillons. Oui, exactement. Ici, on est en train de... C'est la fin de la saison de vol, peut-on dire. Pour les entomologistes, c'est la fin... Les entomologistes qui s'intéressent à la grille du frêne, à tout le moins. C'est la fin de la saison de vol de la grille du frêne. On parle de début septembre, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. On est en début septembre maintenant. Donc, la période de vol de l'insecte, dans son pic de vol, c'est, je vais vous le dire, s'est déroulé probablement à la fin juillet cette année. On était un petit peu déphasé, mais l'année passée, c'était exactement le 15 juillet qu'il y avait le pic de vol. Et on peut documenter comme ça la période d'activité de l'insecte. Ce qui fait qu'au-delà de documenter l'insecte, nous, on cherche à améliorer la détection. Parce que je vous disais en préambule que la difficulté avec la grille, c'est de le découvrir, de le détecter rapidement. Ce qui fait que c'est comme si un incendie à la maison, si votre détecteur de fumée se met à retentir, à faire du bruit quand le sol est complètement enflammé, bien, il est un peu tard. Ce qui fait qu'avec la grille du frêne, c'est un peu la même chose. Quand les pièges le détectent, souvent, bien, on a perdu plusieurs années qui auraient pu permettre d'agir. Donc, en collaboration avec la Commission des champs de bataille, les plaines d'Abraham, on a un beau dispositif de comparaison de différents types de pièges où on cherche à documenter à la fois lequel des pièges va plus rapidement détecter la grille et lequel des pièges peut, durant toute la saison, rester efficace puis capturer un grand nombre d'agrilles sans les perdre. Donc, actuellement, ce que vous avez ici, ce qu'on a ramassé, c'était le contenu de ce que nous avions dans un des pièges. Possiblement ici un piège qui se nomme Lindgren, du nom de son inventeur, un Canadien, et un piège vert constitué d'une série d'entonnoirs qui s'imbriquent une par-dessus l'autre. Puis c'est un piège qui est terriblement efficace pour capturer la grille du frêne. Puis là, donc, le contenu du bocal collecteur qui était sur les plaines, que les techniciens ont rapporté. Donc, ben, on fait simplement faire un survol de ce qui a été ramassé pour essayer de voir si la grille est présente dans le contenu. Pour le cas présent, je ne vois pas d'agrille, je vois différents cléridés, il y a une guêpe, un octuidé, des papillons, mais il n'y a pas d'agrille du frêne. Mais ça se comprend, on arrive à la fin de la saison, ils commencent à être plus rares. Mais si on avait fait la même entrevue il y a quelques mois, bien là, vous auriez vu plus d'agrilles, je pourrais vous en montrer plus tard. Là. Donc, ces travaux-là, finalement, sont faits sur le terrain en collaboration avec des partenaires pour améliorer. L'idée, c'est d'améliorer la détection, d'avoir des meilleurs outils de détection pour ce qui est de la grille du frêne. Parce qu'on parlait de pièges, on a parlé un petit peu d'écorçage. Il y avait les symptômes visuels. Après ça, bien, on cherche à raffiner nos techniques de détection de la grille. Parce que lorsque la larve est présente comme ça en surface du bois, bon, bien, c'est relativement facile de la trouver, en autant que vous êtes sur la branche. Par contre, lorsqu'il pénètre dans le bois, là, c'est une autre paire de manches. On ne le voit plus. Puis à la rigueur, il n'y a pratiquement pas de traces. Là. Oui, vous pourriez avoir des galeries, mais dans un contexte industriel, si vous êtes justement un producteur de bois de sciage, puis vous voulez vendre du bois, bien, vous ne voulez pas qu'il soit, porteur d'insectes ou de maladies à l'arrière, mais en ce qui nous concerne, ce sont les insectes. Et puis avec Véronique Martel, qui est chercheur ici au Service canadien, on a commencé à s'intéresser à l'utilisation du rayon X, le tomodensitomètre, pour carrément scanner des bûches et voir si elles contiennent en profondeur bien que la larve ne va pas très profonde, c'est 1 centimètre, mais quand même, ça échappe à la vue, voir si on est capable de mettre au point une méthode qui permettrait à l'industrie de développer une méthode pour montrer que leur bois est vraiment sain et qui est exempt et que s'ils font des planches avec, bien, elles vont être vendables à l'Europe, par exemple.
Si vous me permettez quelques secondes, je vais juste me déplacer un petit peu en arrière, justement pour montrer aux gens qu'est-ce que ça a l'air, le sac, quand on ne l'ouvre pas. Parce qu'il y en a plein là, dans les bacs en arrière, donc vos chercheurs durant l'été. J'imagine que vous avez des gens qui vont régulièrement sur les sites. Oui, bien effectivement, ce que vous voyez derrière, c'est de l'arriérage. Donc, il y a des récoltes qui remontent il y a quelques semaines. Normalement, on va sur le terrain aux 2 semaines. Les pièges sont installés d'une façon assez fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque piège est monté avec on le dit en bon français, un slingshot, mais qui est de taille pour adultes, là, c'est costaud, et ça permet de lancer une petite corde initialement. C'est des techniques que les émondeurs utilisent de façon courante. Et nous, on se sert de la même technique pour pouvoir monter nos pièges, mais dans le haut des canopées. Donc, c'est très, très haut qu'on va porter les pièges parce que c'est là que vit la grille. Donc, le piège est attaché avec une corde, donc on peut le monter puis le descendre facilement à période régulière, ce qui permet de suivre l'activité de l'insecte. Donc, lorsque le personnel de terrain visite les pièges, ils vont vider finalement le contenu du bocal collecteur à l'intérieur d'un filtre là, qui est ici replié, mais qui pourrait ressembler à ceci. Donc, c'est un filtre qu'on trouve dans les boutiques matériel voiture, filtre à peinture. Là, j'ai enlevé le filtre. Et les insectes se ramassent là-dedans. La technicienne de terrain replie tout ça, identifie le numéro de piège, la date et la localisation, ramène tout ça en labo et puis normalement, c'est ici que se fait le décompte et le sexage des insectes. Parce qu'on tient compte aussi si ce sont des mâles et des femelles. C'est très important dans le contexte qui nous occupe. C'est pas comme une ruche là, où il y a une reine puis il y a beaucoup de femelles dans cette problématique. Dans le monde des insectes, il y a plusieurs variantes là, sous un même thème, là, mais dans le cas qui nous occupe, nous, on sait que ce sont les mâles qui évidemment, qui vont, dans un autre contexte de lutte, là, qui vont disperser une maladie. Donc, on veut vraiment connaître la proportion d'insectes qui vont passer dans les pièges. Donc, c'est à peu près ça. Donc, le travail est un petit peu, comme vous voyez, il y a du backorder, qu'on pourrait dire en français. Regardez pour l'hiver un peu, c'est ça? Oui, bien, on a hâte d'avoir les résultats aussi. Là. Ce qui fait qu'une fois, à l'heure actuelle, d'ailleurs, nous sommes la première semaine de septembre. Là, on commence à défaire les pièges sur le terrain. Et puis, donc, comme on dit, la période d'activité, c'est défini. Là. Et puis, là, on va analyser nos résultats contenus à la fois dans les sacs, mais analyser les données statistiquement. On va se déplacer tantôt pour les voir, les pièges, visuellement, mais il y a 2 petites choses qu'on n'a pas jasées. Entre autres, dans votre détection, les oiseaux peuvent être intéressants, dont le pic-bois. Hein? Oui, effectivement. La grille du frêne est un insecte exotique, donc on dit souvent qu'il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de maladie. En gros, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a quand même une prédation qui est importante, qui est faite par les pics-bois. C'est surtout l'hiver qu'on la voit. Puis, il y a probablement une raison à ça, c'est que les ressources alimentaires sont plus rares. Puis, pour le pic-bois, bien, il apprend à reconnaître un arbre qui est affecté par la grille. Puis, la question, j'espère que vous ne la poserez pas, parce que je ne sais pas comment il fait pour trouver qu'un arbre a de la grille à un endroit très précis, mais il reste que l'attaque du pic sur l'endroit, peut-on dire, la position exacte où est cachée la larve, il la trouve avec une facilité absolument déconcertante. Et puis, il va aller carrément chercher soit la pupe, si elle est un peu dans le bois, ou la larve qui est un peu plus superficielle. Mais les pics-bois font une prédation qui est relativement importante. Donc, si chez vous, vous avez un frêne dans votre cour, puis vous voyez que les pics-bois sont plus attirés par votre arbre que par votre mangeoire, bien, posez-vous des questions. Vous avez sûrement un petit problème dans la cour. Mais il demeure que oui, les oiseaux peuvent être un indicateur de la présence d'insectes, d'autant plus que l'hiver, votre frêne n'a pas de feuilles. Puis vous pouvez très bien voir dans la partie haute de votre arbre que les pics sont particulièrement actifs. Puis vous allez voir s'ils font des trous de façon un peu plus intensive, bien, il y a vraiment un problème parce que le pic, normalement, il ne reste pas. S'il n'y a pas de récompense, on peut dire, il va aller ailleurs. Donc, les pics-bois peuvent être des indicateurs, effectivement, l'hiver, pour se douter ou pas, là, en tout cas, s'il y a de la présence d'acryl du frêne. Fait passer une petite question, justement. Si, à cause du pic-bois ou à cause de vos observations, vous prenez ça tôt, c'est-à-dire que vous voyez que c'est au début du développement de la grille dans un frêne, est-ce que ça peut aider pour le traitement ou si ça n'a pas vraiment d'importance? Bien, c'est-à-dire que l'idéal, au départ, lorsque disons, dans les années 2000, aussitôt que les traitements insecticides ont été développés, il y a 4 produits qui sont homologués au Canada, mais il y en a un qui est principalement utilisé, le triazin, pour ne pas le nommer, qui a été développé par le Service canadien des forêts. On acceptait que l'arbre ait perdu 30 de son feuillage comme étant une limite, un seuil à partir duquel on n'injecte plus. Donc, avant ça, on considérait qu'il était possible. Mais
selon moi, à 30 un arbre qui a perdu autant de feuillage est déjà trop endommagé. Ce qui fait que je pense qu'on cherche maintenant à traiter des arbres qui, à la rigueur, pourraient avoir capturé quelques insectes au piège ou, à tout le moins, vraiment pas de dommages apparents pour les traiter. Vos chances de réussite sont meilleures pour ces arbres-là. Et puis, on sait pertinemment, expériences qui sont roulées à Montréal ou à Toronto, des villes qui ont déjà vécu la grille, pour ce qui est de Toronto, bien que la protection par du insecticide chimique, elle est efficace lorsqu'elle est appliquée au temps opportun. Parce que vous allez comprendre que le pesticide est injecté par des petites canules qui sont placées au bas du tronc. On fait le tour de la circonférence. Chaque canule, chaque petite seringue, je vais le dire comme ça, est placée à peu près aux 10 cm. L'idée, c'est de couvrir la circonférence de l'arbre parce que ce qu'on veut, c'est que l'insecticide soit pris en charge par la sève lorsqu'elle monte. Et puis, dans un frêne, ce sont des canaux qui sont verticaux qui vont faire monter la sève. Donc, si vous en mettez qu'une seule, bien, le produit va se dissiper verticalement à un seul endroit. C'est pour ça qu'on répartit des freins tout le tour, les seringues. Et puis, bien, ce produit-là est pris en charge. Et si jamais il y a des larves au niveau du tronc, dans la partie supérieure, que vous ne savez pas qu'ils sont là, bien, elle va carrément stopper la circulation de la sève. Puis la sève, enfin, elle ne pourra pas se dissiper partout dans la canopée elle-même. Donc, la présence de larves, qui en a... Il est très difficile de dire combien de larves contiennent votre arbre. C'est là qui est toute la problématique. Il faudrait presque avoir un rayon X pour le regarder, puis là, il faudrait l'abattre, puis on n'est pas plus avancé. De regarder les rayons X, voir si ça peut vous aider. Là, c'est après coup pour la qualité du bois en tant que tel, mais d'outils de terrain pour dire est-ce qu'un arbre contient des larves, est-ce qu'il en contient beaucoup? On est vraiment à l'aveugle. On a un collègue ici, le Dr Armand Seguin, qui travaille sur une méthode où, par un simple prélèvement d'écorce à la base, on serait capable, en regardant la qualité de ce sève-là, le jus de la sève, ce qu'elle contient, les protéines particulières qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, cette sève-là puisse nous indiquer que oui, l'arbre est sous stress, puis un stress particulier qui est causé par la grille du frêne. Une sorte de test de grossesse, on pourrait dire. Et puis, Armand travaille là-dessus intensivement. Donc, on pourrait voir qu'on aurait une méthode de détection très hâtive parce que là, juste par un petit prélèvement d'écorce, on pourrait tester la sève elle-même puis dire oui, ce frein-là a des problèmes, il est positif. Et puis à ce moment-là, on pourrait arriver avec des traitements qui seraient curatifs carrément en injectant du pesticide puis probablement en s'assurant qu'il y a un niveau de densité larvaire caché là, suffisamment bas pour avoir un contrôle sur la grille. Mais là, on n'est pas rendu là, mais ça s'en vient.